au taux et à la Réserve fédérale américaine pour rester dans l'ambiance américaine avec Nicolas Leprince, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour. Question assez globale quand même. Est-ce qu'on rentre dans une nouvelle phase de la normalisation des politiques monétaires? Est-ce qu'on peut, avant d'attaquer le sujet du pivot, est-ce qu'on peut parler d'un changement de tempo quand même des banques centrales, à commencer par la plus grande d'entre elles, la Réserve fédérale américaine? Alors, on peut commencer à faire évoluer le discours. Est-ce qu'il va aller dans le sens du marché qui voit toujours des baisses de taux assez agressives à partir de fin 2023, 2024? C'est certainement encore trop tôt pour le dire. On va vers, comme ce que vous disiez, c'est un marché qui price une Fed qui nous dit qu'elle va certainement monter moins vite ses taux d'intérêt. Donc en effet, 50 BP au mois de décembre, après 75 BP à la dernière réunion, c'est pas vraiment ce qui est pricé par les marchés encore, parce que le marché a du mal à être convaincu d'avoir quelque chose qui baisse autant. Le pricing est autour de 59-60 BP, donc on est toujours un petit peu au-dessus. Là où classiquement, quand on monte de 75 BP, le marché le price à 72-73 BP. Donc on sent que le marché n'est pas complètement convaincu, complètement sûr que les chiffres d'inflation vont être si bons. C'est vrai qu'on a eu certaines banques centrales au-delà des États-Unis, qui ont commencé à infléchir leur discours. Mais il faut remettre ça dans le contexte de leur économie. Quand on prend la Banque du Canada, qui est passée à 50 BP de façon un peu surprenante, en fait, il y a un poids de la dette privée qui est extrêmement important, donc une sensibilité de l'économie à cette dette privée, et à l'augmentation des taux, qui est certainement plus forte qu'aux États-Unis. On a la même chose en Australie. En Australie, la première chose, c'est que la Banque d'Australie ne se réunit pas tous les mois et demi, mais tous les mois. Donc là où, avant, ils faisaient 50 BP tous les mois, en fait, ils sont passés à 25 BP. Et encore une fois, dans le contexte de l'Australie, vous avez le contexte des matières premières, vous avez le contexte de la Chine, vous avez aussi une économie qui est beaucoup plus sensible dans ces taux variables sur tout ce qui est marché immobilier et l'impact sur l'économie. Et c'est ce que nous disent les banquiers centraux de ces pays-là. C'est des sensibilités qui sont différentes. On a plutôt l'impression que la Fed prend en compte une sensibilité plus faible à la remontée des taux d'intérêt. Il y a une inertie plus forte à la remontée des taux dans l'économie américaine que dans les exemples que vous avez cités. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est certainement le cas. Et Jerome Powell a eu de cesse de calmer les marchés sur un potentiel pivot pour le moment. Oui, enfin. Dans la séquence de questions-réponses, effectivement, il vient contrebalancer ce qui est quand même écrit dans le statement et dans le communiqué, qui est, comme vous l'avez dit, une évolution quand même dans le discours. En tout cas, l'idée qu'on va regarder la balance des risques de manière un peu différente, peut-être, en regardant déjà quand même les effets du choc monétaire qu'on a infligé historique en 6-9 mois à l'économie américaine et qu'on pourra être attentif au développement économique et financier futur. Est-ce qu'il y a quand même l'idée que la Fed a envie d'être un peu plus forward-looking à ce stade? Et est-ce que les chiffres d'inflation qu'on va avoir dans l'intervalle avant la prochaine réunion, donc on va avoir le CPI d'octobre demain, on aura avant le prochain meeting, je pense, le CPI de novembre, donc il y a encore 2 marques d'inflation. Est-ce qu'à travers l'une ou les 2 marques prochaines d'inflation, est-ce que ce discours un peu plus balancé va pouvoir trouver un peu de corps? J'aurais tendance à dire que M. Powell a fait quelque chose qui lui permettra de répondre aux objections qu'il aura dans les mois qui viennent. C'est-à-dire qu'il est parti sur un communiqué qui a été vu comme très accommodant par les marchés. Un pivot, on a déjà fait suffisamment, voilà. Et puis derrière, il est arrivé avec un discours qui était un peu à l'opposé de son statement, en fait, de son discours écrit. Donc en fait, il aura l'occasion de s'appuyer sur les deux. Il s'est couvert, quoi. Il s'est couvert. Si l'inflation ne ralentit pas comme ce qu'on peut attendre éventuellement sur toute l'année 2023, il pourra dire qu'il l'avait dit. Le taux terminal va être plus élevé. Exactement. Et en fait, c'est ce qu'il dit. Il dit, bon, on va peut-être baisser les hausses l'incrément des hausses de taux. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est un peu le forward-looking. On va regarder le taux terminal. Écoutez-moi, le taux terminal, il ne sera pas plus bas, il sera certainement plus haut. Quand on regarde un peu le taux terminal, vous savez, dans les dots qu'on aura au mois de décembre, on ne les a pas eu ce mois-ci, le taux terminal médian, enfin le taux 2023 médian de septembre, c'était à peu près 4,625. D'accord. On sait que celui-là, il va monter, puisqu'il vient de nous le dire qu'il allait monter. Ce que price les marchés, c'est déjà un taux terminal qui est en ligne avec 50 BP de hausse de taux par rapport à ce 4,625, c'est-à-dire autour des 5,10, 5,15, ce qui est pricé par les marchés. Ce qui a changé un peu avec le discours, c'est l'horizon. C'est-à-dire que là où on voyait un taux terminal peut-être
assez rapidement, peut-être au mois de mars. Là, il a été décalé et il reste haut jusqu'au mois de juin. C'est ce qui a été changé un petit peu. Ouais. Et c'est peut-être pas encore suffisant du point de vue de la Fed. Vous disiez de voir que dans les anticipations de marché, il y a encore des baisses de taux intégrées, alors peut-être pour la deuxième partie de 2023. Ouais. On verra. Ouais. Peut-être qu'il y aura matière à baisser les taux en deuxième partie de 2023. On n'en est pas là. Mais du point de vue de la Fed, à ce stade, c'est quelque chose qu'elle ne veut pas voir dans le marché, en tout cas. Pour l'instant, on continue à monter les taux. Dans les indicateurs qu'elle regarde, le chômage, ça va clairement pas dans son sens. On a vu dans les ouvertures de postes qui avaient un peu surpris négativement, mais c'est-à-dire positivement pour les marchés il y a 2 mois. Le dernier chiffre, il y a 15 jours, a remis un petit peu des ouvertures de postes très positives. Quand on regarde les chiffres du chômage qui sont sortis la semaine dernière, ils étaient encore relativement bons, on peut le constater. Et quand on regarde les sous-composantes emploi des indices, des ISM, des PMI, en fait, c'est des composantes qui s'étaient pas mal dégradées ces 6 ou 9 derniers mois, et qui, depuis 4 mois, ont tendance à se stabiliser ou à s'améliorer. Donc, pas grand-chose qui va dans le bon sens. Maintenant, on regarde l'inflation. Et l'inflation, ça ne s'améliore pas vraiment. Ce qui s'améliore, c'est l'inflation headline, c'est-à-dire l'inflation totale qui est attendue à 7,9 dans le chiffre de demain. Donc c'est en baisse par rapport au pic de juin. Mais ce que va regarder les marchés, la Fed, c'est l'inflation cœur. L'inflation cœur continue de monter, elle est toujours très dynamique. À l'intérieur de cette inflation cœur, on sait qu'il y a certaines composantes, les composantes de biens, des biens de santé, des biens sur les voitures usagées. Tout ça, on sait qu'a priori, c'est des choses qui vont avoir tendance à baisser, mais les marchés vont regarder l'immobilier. La composante qu'on appelle shelter, qui représente 32% de l'indice d'inflation. Celle-là, elle a beaucoup monté. Et là, on a des indications qui sont, on va dire, mitigées. C'est-à-dire qu'on voit bien que le marché immobilier a tendance à beaucoup se retourner, mais ça a un effet de lag très important dans le CPI. Donc si on a ne serait-ce qu'une stabilisation dans la hausse de l'impact de l'immobilier dans le CPI, ou même une baisse, ce qui pourrait être un peu surprenant. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être très bien vu par les marchés, mais pas de quoi faire tourner la Fed, au moins dans les... À quel horizon on peut attendre effectivement que ce que tout le monde voit à travers les indicateurs privés de loyer, notamment, à quel horizon est-ce qu'on peut estimer que ça va se matérialiser dans les chiffres d'inflation que regarde la Fed, et donc soulager encore un peu plus la Réserve fédérale américaine, et donc permettre peut-être de concrétiser un peu plus l'idée d'un pivot. C'est quoi l'horizon qu'on peut avoir quand on fait des calculs très simples, on essaie de regarder les calculs mensuels. Ouais, bien sûr. Même si on baisse le chiffre mensuel, l'accélération de la baisse de l'inflation aux États-Unis, c'est plutôt le Q2 2023. C'est pas avant le Q2. Donc on a encore 5-6 mois devant nous. Très compliqué, avec une inflation cœur qui aujourd'hui est à 6,5, va rester extrêmement élevée. Qu'est-ce que ça implique pour notre banque centrale, la banque centrale européenne, ce que vous venez de décrire aux États-Unis, parce qu'il y a quand même une connexion très forte entre les différentes politiques monétaires, et puis sur l'aspect intrinsèque également lié à la zone euro. La dernière position de Christine Lagarde a été de dire qu'une mild recession, donc une récession douce, modérée, ne suffirait pas à ramener l'inflation à l'objectif en zone euro. Du côté de la zone euro, on n'a pas de signe... pas d'inflexion de signaux positifs comme on a aux États-Unis. L'idée d'un plateau est même encore éloignée. Voilà, normalement, le pic est plutôt attendu encore début 2023 ou fin 2022. Donc on est encore plutôt pas encore du tout au pic. On ne sait pas à quelle vitesse ça va décélérer. Ce qu'on peut voir, c'est dans les indicateurs qui n'avaient pas réagi pour l'instant, qui sont très lagués, c'est les boucles prix-salaire. De ce côté-là, les indicateurs que regarde la Banque Centrale Européenne, c'est une croissance des salaires de 4% en 2022 et qui accélère en 2023. On a eu des confirmations aussi, puisque quand on regarde l'indicateur que regarde aussi beaucoup la Banque Centrale Européenne, c'est ce qu'on appelle employment, c'est les salaires négociés. Oui, bien sûr, la série des salaires négociés. Eux, ils ont beaucoup de retard. Oui. Ils ont beaucoup de retard. Mais quand on regarde séries trimestrielles, effectivement, qui arrivent avec beaucoup de retard. Il y a la Banque Centrale d'Irlande, en coopération avec Indeed, qui a fait un nouvel indicateur un peu plus haute fréquence, et qui vous montre que les salaires sont en augmentation. Les salaires médians en zone euro sont en augmentation de plus de 5%. Donc tous les banquiers centraux qui, pour l'instant, vous disent qu'il n'y a pas de boucle prix-salaire ne vont pas changer. Ils vont peut-être commencer à pivoter en disant que c'est peut-être encore quelque chose qui est devant nous. Et là, on rentre dans les forces politiques au sein de la Banque Centrale Européenne, entre le chef économiste Philippe Lane qui vous dit qu'il n'y a pas de boucle prix-salaire,
et Isabelle Schnabel, qui estime qu'il y a un risque. Qui commence à vous dire qu'il y a toujours un risque, et c'est un peu conforté par ces indicateurs haute fréquence. Pour nous, ça donne un petit peu des divergences. C'est-à-dire que, oui, aux États-Unis, on peut continuer à avoir des taux terminaux plus hauts, mais on sent bien qu'une grosse partie du marché a déjà anticipé ça. Ouais, à 50 bp près, voilà. Mais il y a une très forte réticence du marché à voir les taux en zone euro monter autant que les taux américains. Ouais. Ça fait 15 ans qu'on a des quantitative easing, on a une certaine fragilité à voir les hausses de taux. On ne dit pas du tout que les taux vont monter très rapidement, mais la seule chose, c'est qu'il y a certaines divergences. On a parlé de la divergence, on pense qu'il y a plus à faire du côté de la BCE, toujours. Il y a certainement une divergence fiscale. On voit qu'avec un gridlock du côté des États-Unis, on aura du mal à faire plus de fiscal. Là où on voit qu'en zone euro, les États eux-mêmes ont vraiment tendance à vouloir appuyer sur le champignon pour protéger les consommateurs, protéger les entreprises. Quand on regarde le plan allemand qui ne sera implémenté que si les prix du gaz remontent, c'est aussi important, voire plus important que ce qui avait été annoncé en Angleterre. Dernière chose, et ça c'est le corollaire, les émissions. Les émissions de dette. Aux États-Unis, ça va baisser. En zone euro, ça va. En 2022, on est déjà sur des niveaux très importants. 500 2023, milliards, c'est à peu près l'idée qu'on a. J'ai vu 500 milliards nets d'émissions obligataires souveraines. Voilà. C'est un chiffre BOFA qui date de quelques semaines, mais j'imagine que c'est déjà un minimum. Exactement. Et ça, c'est pas fort. Si on a besoin de financer des protections des consommateurs, on aura des chiffres qui seront encore plus importants dans un contexte où la Banque centrale n'achètera plus, voire même commencera peut-être à réduire un petit peu son bilan. Oui, ce sera un sujet de discussion qui a été reporté pour le meeting de la BCE du mois de décembre. Mais voilà, la question a été posée. Ça n'a pas été le sujet officiel de la discussion de la précédente réunion, mais ce sera en tout cas un sujet qui sera abordé par les banquiers centraux européens au mois de décembre. L'idée de commencer à réduire passivement le bilan de la Banque centrale européenne. Merci beaucoup Nicolas. Merci pour cet éclairage précieux sur la question des taux, de l'inflation et des banques centrales. Nicolas Leprince, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management, qui était avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse.